les gens qui te disent j'ai une communauté de 2 millions de personnes, etc., Ça veut rien dire. ça veut rien dire. Parfois, tu as un mec, il a une communauté de 2000 personnes, mais il va faire 3 millions de vues sur sa vidéo parce qu'elle est devenue virale et puis ça retombe. C'est plus des réseaux sociaux, c'est des plateformes de distribution de contenu. Et donc tu peux voir du contenu auquel tu es intéressé. Grosso modo, c'est ça maintenant. Il y a 3-4 ans, je me suis séparé de Léa, ma femme. Et moi, j'ai vécu super mal la séparation. Tu vois. Ça a été un moment vraiment difficile. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que du coup, j'étais pas super épanoui non plus dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait eu un impact très très puissant sur moi dans mon quotidien, dans mon mood. Et puis même, ça allait jusqu'à mes amis, machin. Tu sais, on dit toujours une idée ça ne vaut rien, ce qui compte c'est l'exécution. Moi je suis pas d'accord. L'exécution on la trouve partout, ce qui compte c'est l'idée. C'est bien. Bon, écoute, Damien, je suis super content de t'avoir. Super surprise à Miami. Ouais, à Miami, je suis ravi d'être là, ravi de te voir, ça fait plaisir. Donc, tu me disais juste que tu étais là pour 2 jours, rapidement, puisque tu as du business ici, finalement. Ouais, exactement. Bah, moi, du coup, je fais de la location de téléphone sur Internet. On va revenir sur toi, c'est vrai. Ouais. Tu devrais te présenter. Damien Morin, mais je pense que tout le monde te connaît, fondateur de Mobile Club. Mais voilà, dis-nous qui tu es et en 2 phrases, qu'est-ce que Mobile Club ? Allez, super. Bah, je m'appelle Damien Morin, je suis un entrepreneur de 32 ans, 33 dans 2 jours. Exact. Tu sais que je l'ai dans mon calendar. Ah Donc ouais, j'ai vu que je dis tiens, vendredi c'est son anniversaire, 1er décembre. Parce que tu avais l'intégration avec Facebook qui te mettait les anniversaires. Je pense. C'est très pratique pour le coup. Très pratique. Ouais, grave. Donc 32 ans. Donc j'en suis à ma 2e aventure entrepreneuriale. La première s'appelait Save, on faisait de la réparation de téléphone. Maintenant ça s'appelle Mobile Club, on fait de la location de téléphone sur Internet. Donc toujours dans la téléphonie. Je connais très bien cette industrie. Je connais très bien tous les gros acteurs, tous les gros fournisseurs, tous les gros distributeurs, tous les gros opérateurs. Voilà. Donc j'ai l'impression d'être assez expert du sujet. Ah, tu l'es. S'il y a bien Ouais, quelqu'un qui connaît la téléphonie, c'est quand même toi en France. C'est sympa. Et donc, du coup, dans le cadre de Mobile Club, j'achète du stock de smartphones pour les mettre en location après sur mon site. La majorité des produits qu'on met en location sont d'occasion. Et du coup, j'achète des produits d'occasion tous les jours. Et je les achète beaucoup ici, aux États-Unis. Donc là, je suis là pour 2 jours à Miami où je rencontre mes fournisseurs avec qui je travaille depuis longtemps et qui nous donnent des super conditions d'achat. Et donc, je continue à venir, serrer des pinces, faire des déj. Et puis Miami, c'est cool. C'est plutôt cool, en effet. Et donc, alors, moi, il y a quand même un aspect que je trouve super important et intéressant avec toi. Et on ne va pas revenir sur Save, mais c'est sur l'enchaînement entre Save et le début de Mobile Club. Ça, je trouve ça génial, le rebond. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Parce que tu l'as dit, dans Save, tu étais dans la téléphonie mobile. Tu as continué une autre boîte, une 2e aventure, toujours dans ce milieu. Comment s'est fait ce cheminement et comment tu t'es dit après une aventure exceptionnelle qui a fini comme ça, comment je rebondis ? Ouais. Bon, d'abord, il faut remettre un peu dans le contexte de Save de l'époque. Save, donc, on a vendu en 2017, on a vendu la boîte 12 millions d'euros en février 2017 et c'était une vente à la casse, on va pas se mentir. Je revenais d'un redressement judiciaire. On a de manière très successful redressé la boîte en 2016 et tout début 2017. On s'est passé par licencier la moitié de nos employés, fermer les magasins. C'était une période qui était super difficile pour moi. Mais on a réussi à redevenir rentable. C'est juste que la boîte, structurellement, on avait restructuré la société, nos investisseurs étaient des fonds, ils n'avaient plus trop envie de remettre de l'argent au capital. On avait pas mal de dettes, on avait quasiment 10 millions d'euros de dettes. Bon, on faisait 30-40 millions de chiffre d'affaires, donc c'était pas non plus incroyable, mais c'était quand même beaucoup. C'est énorme. Donc en fait, quand la boîte elle a été redressée, on avait éteint l'hémorragie, si je puis dire, mais le business devait vraiment moins intéressant. Moi, je ne me voyais pas gérer une PME française. Tu vois, j'étais en mode start-up. Donc, le projet entrepreneurial, si c'était plus pour faire de la grosse croissance et une potentielle boîte à 1 milliard, moi, pareil, ça m'intéressait un petit peu moins. Et donc, du coup, on a vendu tout début 2017. On a trouvé une participation d'un de nos investisseurs donc, qui avait investi dans une boîte dans la téléphonie qui, du coup, s'est occupé de nous introduire, etc., et qui nous a proposé une offre sympa. Mais du coup, au moment où j'ai vendu, en février,
c'est comme si on m'avait retiré un poids des épaules, vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que en fait, j'avais licencié tous mes employés, la moitié de mes employés. Tu vois, c'est difficile psychologiquement, tu vois, de te séparer de la moitié de ta task force, d'avouer un peu un sorte d'échec entrepreneurial, parce que quelques années avant, je vendais une vision, un projet, une croissance. Et donc franchement, j'étais un peu blessé, quoi, à ce moment-là, tu vois. Et en plus de ça, tu continues. Tu peux pas te permettre juste d'encaisser le coup et de rien faire. Tu continues à être responsable du truc, tu continues à être CEO. Donc c'est vrai qu'en février, c'est comme si j'avais un sac de 50 kilos sur les épaules et qu'on m'avait dit attends, t'as un truc sur tes épaules, là, je te l'enlève. Tchac. Liberté. Ouais. Je peux te dire que le jour où on a signé, c'était un poids énorme qu'on m'avait enlevé des épaules. Et voilà, donc moi, février, mars 2017, donc je commence à faire l'intégration avec le groupe qui nous a racheté, Remade. Donc moi, je devais rester à peu près 1 an dans la boîte pour m'occuper de faire l'intégration, faire en sorte qu'ils puissent reprendre l'activité de manière la plus smooth possible. Et puis j'ai reçu un email dans ma boîte mail en avril ou en mai 2017 de Xavier Niel, qui m'envoie coucou Damien, est-ce que t'es chaud pour déj vendredi? Non. Je suis occupé, désolé, c'est mort, Xavier. Bonne soirée. Ouais, vraiment. J'ai un déj avec ma mère, je peux pas. Et donc ouais, non, franchement, évidemment, l'email, je le prends tout de suite, tu vois, comme un espèce de un petit rebond, tu vois, potentiel. À l'époque, j'étais très proche de Jean de la Roche-Brochard, que tu connais un peu. Donc qui est le patron du fonds de Xavier, qui, je le sais, a dû souffler mon nom, tu vois, à ce moment-là. Et donc je déjeune avec Xavier. Bon, tout ce qu'on peut imaginer, Xavier Niel, quoi, un franc-parler, le mec il est facile, on a parlé un petit peu de téléphonie, c'est un vrai leader d'industrie, tu vois, donc en plus sur cet environnement-là, évidemment il connaissait très très bien. Donc on a pu parler de tout, de rien, c'était vraiment un super moment. Et il m'a dit écoute Damien, voilà, je te propose un deal que j'ai proposé plusieurs fois dans ma vie et ça s'est toujours très bien passé, donc je te le propose à toi. Alors écoute, tu montes la boîte que tu veux dans le secteur que tu veux. Le seul truc, c'est que dès le premier jour, toi et moi, on s'associe à 50-50. Moi, je finance et toi, tu t'occupes d'exécuter ta boîte. Et je finance sans limite tant que l'aventure me plaît et tu as le droit de bosser sur le sujet que tu veux. Tu peux venir avec n'importe quel topic, je te suis. Alors j'avoue que sur le moment, ça m'a fait une montée d'adrénaline de malade, tu vois, d'avoir après l'aventure Save, qui finalement était quand même pas une réussite entrepreneuriale incroyable. Certains côtés, oui, mais tu vois, à la fin de la journée, j'ai pas énormément enrichi mes investisseurs ou moi-même, tu vois. Et en fait, d'avoir ce petit email de Xavier Niel et le déj, j'avoue que ça m'a reboosté vraiment à fond. Donc au début, je commence à réfléchir à une idée, tu vois, pour faire ce deal, tu vois, à 50-50. Alors, j'ai réfléchi à pas mal de trucs, tu vois, des sujets sur lesquels j'avais envie de bosser, et c'était pas forcément des sujets dans la téléphonie, en fait. Ah ouais? Non. Ok. Au début, d'ailleurs, j'avais pas forcément l'idée de Mobile Club, mais du coup, je commençais à faire des déj avec des entrepreneurs, à raconter un peu que j'avais vu Xavier Niel et qui m'avait proposé ce deal-là pour commencer à réfléchir à construire le meilleur projet possible compte tenu de ce nouveau contexte. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit écoute 50-50 day one c'est quand même beaucoup, tu vois. Toi en plus t'es plutôt solo entrepreneur, tu vois. Save, j'avais monté la boîte seule, même si j'ai plein de potes qui m'ont rejoint, puis on n'est jamais seul trop longtemps, mais en vrai avant d'avoir lâché 50% de ton capital quand tu commences un projet, c'est peut-être 3 tours de financement, tu vois. Donc Xavier il finance sans limite, mais jusqu'à quel point, tu vois. Et donc c'est vrai que je me suis dit est-ce qu'en 3 tours de table, tu vois, avec des investisseurs professionnels, est-ce que j'arriverais pas à récolter beaucoup d'argent pour lancer un projet. Et j'ai réfléchi et je suis venu avec une idée un peu différente vers Xavier. Donc je me rappelle très bien, 2 mois après, je le ressollicite et je lui propose un deal un peu différent. Je lui dis écoute Xavier, tu as un problème. Avec Free, depuis 2012, donc il a lancé Free Mobile en 2012, qui a un succès énorme, évidemment. Explosé le marché. Il a explosé le marché. La proposition de valeur de Free sur le marché, c'est 2 choses. C'est 1, c'est sans engagement. 2, c'est 20 € par mois, donc c'est pas cher. Et je lui ai dit, et du coup, depuis 2012,
Free, ils font du leasing de téléphone, ils proposaient des offres de leasing, mais c'est des offres qui étaient engagées pendant 24 mois. Donc bizarre, alors que de l'autre côté, ils font un forfait qui n'est pas engagé. Et en plus, les offres étaient très chères parce qu'il n'y a pas de subvention opérateur et qu'en plus, ils partaient de produits neufs. Et je lui ai dit, écoute, on est maintenant en 2017, en utilisant le volume de téléphones d'occasion, tu vas pouvoir faire une location de smartphone sans engagement. Si ton client te rend le produit, tu as juste à le relouer à quelqu'un d'autre. Donc en fait, tu vas pouvoir être sans engagement comme ton forfait et 2 fois moins cher que les leasings que tu proposes aujourd'hui parce que les produits d'occasion, ils coûtent beaucoup moins cher que les produits neufs. Et je lui ai dit, ça peut être le nouveau coup de poing de Free en France. et ça, c'est cette idée, tu l'as, donc tu dis 2 mois, tu t'es posé dessus parce que tu voulais pas forcément aller dans la téléphonie. Je me suis dit, ok, j'ai Xavier Niel, j'ai quelque chose, donc tu as tout fait pour que ça soit quelque chose autour et pour lui et pour jouer avec lui, donc c'est comme ça que c'est venu. Mais vraiment. Tu t'es vraiment creusé la tête ou comment Ouais, vraiment. C'est-à-dire que j'avais pas du tout cette idée-là avant l'opportunité Xavier, et ce projet, il a été construit pour Free. On va pas se mentir, c'était une location, donc au tout début, c'était une location de téléphone qui était sans engagement, comme Free. C'était censé être une offre assez discount parce que produit d'occasion. Vraiment, c'était un produit qui a été designé pour Free. Et donc, écoute, ça l'a séduit, l'idée l'a séduit, et j'ai commencé à travailler avec le groupe. Donc, j'ai commencé à interagir avec... Mais donc pas sur l'offre initiale. Mais donc pas sur l'offre initiale. Ouais, une offre négociée. Une offre, exactement. Ok. Et ça a été dur dans la négo avec lui ? Non. Il a tout de suite dit... Ouais, il a tout de suite okay. aimé le truc. Après, on n'est pas allé très, très, très loin dans le... On va dire, tu vois, on n'a pas créé la boîte, on n'a pas commencé à discuter, tu vois, des shares, de qui fait quoi, à partir de quand tu peux vendre ta boîte. Parce que bon, forcément, si c'est un 50-50 avec Free, donc c'est une joint venture, tu vois, il y avait encore beaucoup de questions qu'il fallait discuter. Bon, on va dire qu'on était dans l'avant-projet. Déjà de s'assurer s'il y avait un intérêt chez Free, si c'était réalisable, si ça allait, tu vois, matcher mes attentes et les siennes, etc. etc. Donc j'ai commencé à être introduit au sein du groupe, j'ai rencontré tous les top exécutifs du groupe et j'ai commencé à travailler le projet. Et c'est vrai que ça l'a pas fait tout de suite. Et j'ai senti que voilà, j'étais en train d'interagir avec un gros groupe, un groupe coté. Free, ça fait quand même, à l'époque, ça faisait 4 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, ça en fait, je crois, quasiment 8. C'est une boîte qui faisait à l'époque 400 millions d'EBITDA par an. Donc, ça change de la start-up. Oui, tu rentres dans une structure qui crache 1 million d'euros par jour, soirée, week-end compris. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, clairement, c'est une grosse machine. Les choses qui ont été mises en place, elles ont été mises en place sérieusement. Ça tourne, c'est une marque connue. Donc, c'est vrai que de débarquer comme ça avec un projet d'intrapreneuriat, parce que c'est de ça dont il s'agit, j'avoue que c'est très, très différent d'une start-up. Tu vois, tu es obligé de rentrer dans les codes, tu es obligé de travailler avec leur manière de travailler, etc. etc. Et je pense que ça a été un mix de plein de choses que finalement, du coup, on n'a pas fait affaire. Je pense qu'il y a eu un premier point qui était que je n'étais pas très adapté en fait, pour ce projet-là. Moi, j'ai eu l'habitude de monter mes projets seul, d'être hyper agressif, hyper autonome, de ne pas forcément rendre énormément de comptes tu vois, sur les projets. Bien sûr qu'on rend des comptes, mais tu m'as compris. Et là, c'est vrai que du coup, de devoir interagir avec toutes ces personnes-là et tout, je ne crois pas que j'étais hyper adapté. Je pense qu'il y avait un problème de timing aussi avec le groupe, qui était un sujet dont j'étais assez étranger. Mais en fait, quand je suis arrivé en 2017, ils étaient en train de racheter un opérateur en Italie. Donc toutes les équipes, elles étaient super focus sur ce projet-là. Donc si tu veux, le petit programme de leasing, tu vois, du petit Damien... c'est embêtant quand on n'a pas l'attention quand même. On se dit, bon, on est en train d'essayer de faire un truc sympa et puis on n'est qu'un petit projet, même s'il est énorme au sein d'une grosse machine, je comprends. Mais c'est la réalité de l'exécution, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, tu as le CTO qui te dit, mais là on est là-dedans, tu vois, là on parlera de ton projet dans 2 ans, tu vois. Et donc, je suis revenu voir Xavier et je lui ai dit, écoute, c'est pas très fluide là. Il m'a dit, non, c'est pas super fluide, mais en même temps, c'est toi qui es venu avec un projet avec Free. Moi, je t'ai dit, on fait 50-50, toi et moi. C'est plus simple parce que forcément, si tu mets Free dans la boucle. Et je lui ai dit, écoute, j'ai trop travaillé pour ce projet pour ne pas le lancer. Et du coup, je préfère qu'on casse notre deal et je lance la boîte de mon côté en mode startup. Il m'a dit, ok, je serai là à tous tes tours de table pour te financer. Et c'est ce qui s'est passé. On a levé un premier tour seed, il était là. On a levé un tour d'après, il était là aussi. Incroyable, belle histoire. Et donc, fast forward, maintenant, donc 2017, tu as lancé, on est en 2023, donc 6 ans. 2018, du coup. 2018. Le temps d'interagir avec Free, de moi faire l'intégration avec le groupe, de réunir l'équipe,
de créer la boîte, machin. En fait, on a lancé... alors, la boîte a été créée en avril 2018 et on a lancé en août 2018. D'accord, août 2018. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as des chiffres clés que tu peux partager pour nous dire à quel point Mobile Club est énorme? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a 30 000 clients. Cette année, on va faire à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Il y a une partie de notre chiffre d'affaires qui est de l'abonnement et une autre partie qui sont des refacturations. Mais en gros, on fait pas très loin de 1 million d'ARR, tu vois, pardon, 1 million de MRR sur l'activité financement. On a à peu près un bon 20 millions d'euros de stock de téléphone qu'on fait financer et donc on collecte tous les mois les loyers auprès de nos clients. Et donc justement, ta boîte, c'est une boîte de financement finalement, puisque tu dois avoir tous ces téléphones et ensuite tu vas les prêter à tes clients. Du coup, il faut du cash. Ouais, il faut beaucoup de cash. Comment tu fais pour avoir tout ce cash et quelle a été toute ta stratégie derrière ça? Écoute, il y a eu beaucoup de phases différentes de la boîte. Quand on a commencé, l'idée c'était juste de tester ce qu'on appelle le product market fit, tu vois. Donc on a lancé notre offre sur Internet et on a essayé de détecter s'il y avait vraiment un marché profond et important pour cette activité. Du coup, au début, on a acheté quelques téléphones, mais tu vois, on n'avait pas forcément besoin d'énormément de financement. Donc on a lancé, si je puis dire, sans financement. C'est-à-dire que j'ai acheté quelques centaines d'unités, on a créé notre site, un petit pilote, un système d'information. Puis au début, on a carrément envoyé les premiers produits depuis mon salon. Tu vois. On l'a joué très très artisanal au début. Aussi parce que c'est un business où tu as besoin de valider beaucoup d'hypothèses avant de vraiment scaler les volumes. Tu vois, tu as besoin de savoir c'est quoi ton taux de fraude, c'est quoi ton pourcentage de taux d'intérêt, c'est quoi. Tu vois, tu as énormément de paramètres qui font que tu peux être profitable ou non. Donc, j'avais pas envie, après l'expérience Save, de lever énormément d'argent, dette, equity et de tout balancer, tu vois, fort. On l'a pas joué comme ça au lancement. On l'a plutôt joué. Bien, on acquiert quelques centaines de clients là au mois d'août, on voit comment ça se passe, on regarde comment fonctionnent les cohortes, on améliore petit à petit notre service et après on grossira. Donc au début, rien. Après, on a commencé avec un crédit fournisseur. Donc d'ailleurs, d'un de nos fournisseurs qui est ici à Miami, que j'ai rencontré ce matin, que j'ai vu ce matin. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous vendaient les produits, mais on avait 18 mois pour payer. Ok. Et super. Par contre, c'était pas gratuit. Il nous ajoutait un petit pourcentage de taux d'intérêt sur les mensualités qu'on devait payer, tu vois, sur les 18 mois. Donc ça a été la première dette qu'on a trouvée. Après, on a trouvé un peu de dette bancaire. Ensuite, il y a eu le Covid, donc j'ai pris tout ce que je pouvais prendre en PGE. C'était pas mal. On a récupéré 1,5 million de PGE. Après, explique PGE pour pardon. Je sais même plus quelles sont les initiales. Je sais pas non plus. Mais donc c'est un programme de l'État français où en fait on pouvait avoir un prêt de l'État pendant la période du Covid. C'était à l'époque c'était soit ta masse salariale de l'année dernière, soit un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Okay. Après, en fonction de ton secteur, tu avais des règles différentes, mais pour nous c'était ça. Donc on a très très vite récupéré cette dette supplémentaire qui nous a permis de continuer à grossir. Et puis l'année dernière, on a closé. Entre les deux, j'ai levé après de la dette auprès de privés. J'ai levé à peu près 10 millions d'euros auprès d'investisseurs privés de type Business Angel. Alors c'était des gros business angels qui faisaient des gros tickets de l'ordre de 1 million, 2 millions d'euros. T'as quoi, t'as à peu près entre 5 et 10 personnes Ouais, exactement, entre 5 et 10 personnes. Bon, c'est les usual suspects à Paris. Moi, je suis très bien intégré dans l'écosystème tech parisien. C'est ma deuxième boîte, je suis à peu près de la même génération que les premiers qui ont fait des gros exits. Et donc ces mecs-là qui ont beaucoup mieux réussi que moi sur ces 10 dernières années, ils avaient du cash à déployer. Et moi, je leur offrais 12% de rendement. Donc c'était quand même un rendement très intéressant. Et puis en plus, c'était assez dérisqué pour eux parce qu'on était toujours dans une situation où on avait un niveau de dette inférieur à la valeur de notre stock qui est loué en fait. Donc c'est pour ça que pour nous, ça a été assez facile de lever on appelle ça des comptes courants d'associés, tout simplement, parce que les mecs étaient aussi investisseurs en equity.
En fait, c'était une situation où en fait, j'ai un actif, moi, qui sont les téléphones. J'ai cet actif-là que je peux mettre, tu vois, que potentiellement, si la boîte, elle tombe demain, bah, on vendra les téléphones et on pourra rembourser ses dettes. Tu vois. Donc, c'est une situation qui donne une certaine sécurité à ces investisseurs. Donc, c'était un peu lié à notre activité. Et puis là, l'année dernière, on a closé notre premier investisseur institutionnel, donc qui est un fonds. C'est le plus gros fonds de dette en asset management en France, qui s'appelle Eiffel. C'est l'investisseur, par exemple, de Alma, tu sais, les 3 fois sans frais. Ça fait sens du coup pour eux. Et bah ouais, 3 fois sans frais. Ouais. Moi, je suis un 24 fois sans frais. Enfin, 24 fois avec frais, mais tu vois, c'est un peu le même concept. Et voilà pour la dette. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, pour revenir un petit peu sur le produit et les process, comment ça se passe justement? Parce que tu le dis, tu récupères plein de téléphones, non seulement d'un broker qui est à Miami, mais d'autres aux États-Unis. Quel est le process jusqu'à ce qu'il arrive dans les mains du consommateur, du client? Ouais. Alors, je passe des commandes. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que c'est un milieu qui est très artisanal en vrai. Tu négocies à chaque euro, chaque produit, etc. C'est un marché qui fonctionne avec des grades A, B, C, D, qui sont en fait l'état cosmétique du téléphone que tu vas acheter. Un grade A, c'est un produit qui est quasiment neuf. Un grade B, des rayures mineures. Grade C, des rayures un peu plus profondes. Et puis ça peut aller jusqu'à un produit cassé. Il y a aussi des grades de batterie. Et donc, moi, je vais passer des commandes chez ces fournisseurs. Je vais les recevoir dans notre logistique qui est située au Portugal. Là, les produits vont être testés, tous. On les reteste. Donc, on refait une qualification cosmétique pour être sûr que, OK, j'achète des grades A, mais est-ce que, tu vois, on va revérifier tous les produits, tu vois. Est-ce qu'il y a des rayures, des choses qu'on n'a pas vues? On reteste les batteries. On va tester toutes les fonctionnalités du téléphone. Et puis, il va partir en stock. Et nous, après, on a un modèle e-commerce assez classique. Un client passe une commande. Il va quand même remplir du coup un dossier qui permettra du coup nous en tant que financeurs d'accepter ou non la commande. Et puis on lui expédie le produit et le reçoit chez lui, quoi. Aussi simple que ça. Et donc maintenant, après 5 ans sur Mobile Club, toute cette croissance, c'est quoi les différentes leçons, peut-être une leçon que tu as apprise particulièrement sur cette seconde expérience et que tu n'avais pas vu avec Save peut-être? Ouais, franchement, je dirais que c'est une expérience entrepreneuriale qui est beaucoup plus teintée de gestion. Tu vois, on va pas se mentir. Quand j'ai monté Save, déjà j'étais très jeune. Ensuite, la nature du business faisait que c'était super difficile à gérer. Tu vois, on ouvrait des magasins hyper rapidement. Les employés étaient loin, tu vois, les uns des autres. On avait des magasins un peu partout en France, donc c'était très compliqué à suivre, la gestion de stock, etc., le management. Là, je suis sur un modèle e-commerce, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Et puis surtout, on a beaucoup plus d'expérience. Et c'est encore plus un métier de centimes, tu vois. C'est vraiment le petit pourcentage de taux d'intérêt ici, le nombre de casques que tu vas avoir par tes clients, l'état cosmétique des produits qui revient, le petit euro que tu vas négocier sur ton transport. Enfin, tu vois, c'est vraiment un business qu'il faut gérer au centime sur tous les paramètres. Du coup, dès le début, on a construit une batterie d'analyse et de données financières hyper strictes qui nous permettent d'ailleurs de faire jusqu'à un closing comptable mensuel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, tous les mois, le 15 du mois, je vais avoir le compte de résultat closé du mois d'avant, tu vois. Ça me permet vraiment de tout de suite pouvoir faire des ajustements et de ne pas être surpris, tu vois, par les effets de mon business. Et des effets, il y en a plein, tu vois. Hausse du euro-dollar, j'achète ici mes produits en dollars. Hausse du euro-dollar, hausse des taux d'intérêt, diminution de la conversion sur ton site, augmentation du CPA. En fait, tu as plein de paramètres qui font que soit tu sors de l'argent, soit carrément tu peux en perdre beaucoup. Donc comment tu fais justement pour jouer avec tous ces paramètres, etc. D'abord, j'ai un associé qui est très très fort, qui s'appelle Pierre Chabert, que j'ai rencontré chez Save, qui est un ancien contrôleur de gestion. Et maintenant, il est CFO de Mobile Club. Et du coup, on va dire que il y a des sujets sur le financier sur lesquels il ne va pas forcément avoir des réflexes incroyables. Par contre, sur la partie contrôle de gestion, si tu veux, c'était son métier pendant longtemps. Donc, vraiment, c'est incroyable ce niveau de précision qu'on peut avoir sur notre business et qui font que du coup, tu sais, souvent on dit le management et la prise de décision,
faut pas être un génie. Il faut juste déjà avoir la data. Ouais. Le simple fait de correctement avoir tes chiffres suffit normalement à te faire prendre des bonnes décisions. C'est sûr qu'en par contre, si tu n'as pas les bons chiffres ou tu n'as pas la bonne data, c'est là que ça devient difficile de prendre une bonne décision. Mais le business, c'est assez logique, c'est des additions et des soustractions, tu vois. Tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre un business, je sais pas, de vente de fringues dans un marché, mais c'est la même chose à plus grande échelle. C'est des plus et des moins. Le business, il est souvent logique. Ce qui est parfois fâcheux, c'est qu'en fait, les entreprises n'ont pas les bonnes datas, elles n'ont pas les bons indicateurs, et c'est comme ça qu'elles prennent des mauvaises décisions par exemple, n'augmentant les dépenses marketing alors qu'il ne faut surtout pas, en fait, parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent, d'augmenter la croissance alors qu'il ne faut pas, de mal négocier ce contrat. Donc, avoir la data, c'est souvent 90% du problème, et c'est ce qu'on a bien construit chez Mobile Club. Ok, donc ça, c'est peut-être une des grosses différences, peut-être avec ton expérience de chez Save. 100%. Donc, c'est mise en place de process, rigueur, on a les datas, et à partir de ça, on va prendre des décisions. Exactement. Et ça va découler tout seul. Save... Donc des fondations très solides en fait. Les 3-4 premières années, on a changé, je sais pas, tous les ans de DAF, tu vois. Donc c'était vraiment compliqué. On n'avait pas des bons chiffres. Ok. Tu parlais de CPA. C'est quoi tes principales sources d'acquisition de clients? Je sais que tu fais un petit peu de tout, mais j'ai aussi entendu dans d'autres podcasts justement que tu avais peut-être une approche qui était moins agressive qu'avec Save, dans le sens où voilà, tu dis ça va prendre le temps de se développer petit à petit par les efforts qu'on aura mis en place dès le début. Où est-ce que tu en es aujourd'hui et donc du coup comment ça marche? Bien sûr. C'est vrai que déjà il y a pas mal de choses à mettre en place avant même de commencer à dépenser beaucoup en marketing, que ce soit online ou offline. Je pense que les bases, c'est déjà le parrainage, une marque solide, une architecture SEO tu vois, qui tourne bien. Ce qui permet déjà, même s'il n'y a plus aucun levier marketing, même s'il n'y a plus aucune dépense marketing, tu fais déjà tes petites commandes, on te retrouve facilement, tu as des comptes de réseaux sociaux qui sont visibles, tu as un positionnement SEO qui fait que tu drives quand même du trafic, un parrainage qui fait que tes clients ils te ramènent quand même d'autres clients. Ça déjà, ça permet de construire une base la plus saine possible. Et après, écoute, je fais rien de farfelu. Google, Facebook, Insta, TikTok et Snap, voilà, c'est ça mes plus gros leviers d'acquisition. Nous, nos clients, ils ont entre 18 et 35 ans. C'est des gens qui sont intéressés déjà par avoir un bel iPhone. Donc, c'est souvent des gens qui aiment bien prendre des belles photos. Il se trouve que c'est aussi des gens qui aiment bien les mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont dessus. Donc, ces gens-là sont souvent sur les réseaux sociaux. C'est pareil, il ne faut pas être devin. Non, mais malgré tout, tu pourrais te dire, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà fait de la pub télé, par exemple? Alors, on n'y est pas allé parce que les tickets minimums, ils sont assez élevés et on n'a pas encore des dépenses marketing qui sont je dépense pas 10 millions d'euros par an et qui me permettent d'envoyer plusieurs millions dans la télé. Parce que c'est vrai que la télé, beaucoup de startups et de e-commerçants y sont allés et tout le monde te dit, il faut quand même un minimum. Tu vois. Si tu penses que tu vas craquer le truc avec une campagne à 50 000 euros, non. Tu vois, il faut envoyer souvent, il faut envoyer régulièrement, il faut quand même avoir un certain nombre de passages par spot pour que ça finisse par rentrer dans la tête. Et par défaut, la télé, c'est cher. Donc non, on n'est pas encore allé là-dessus, même si parfois j'ai un peu le feeling que ce serait ce qu'il faudrait pour faire connaître vraiment plus mass la marque. Market. Et, ok. Et vous avez fait ou vous faites toujours de l'influence? Non, on n'en fait plus. On en a fait un tout petit peu il y a 2 ans. Je trouve que en vrai, les nouveaux algorithmes de Instagram font que... de toute façon, c'est pareil, faut pas être devin. Tu as juste à sortir ton Insta, tu regardes. Moi, personnellement, sur mon Instagram, je scroll dans mon feed. Je n'ai que des vidéos de gens que je n'ai pas likés. C'est du discover, en fait. C'est du discover. Donc, les gens qui te disent j'ai une communauté de 2 millions de personnes, etc. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parfois, tu as un mec, il a une communauté de 2000 personnes, mais il va faire 3 millions de vues sur sa vidéo parce qu'elle est devenue virale et puis ça retombe. C'est plus des réseaux sociaux, c'est des plateformes de distribution de contenu. Et donc, tu peux voir du contenu auquel tu es intéressé. Grosso modo, c'est ça maintenant. Ouais, moi, j'ai l'impression que l'influence, c'est en train de redevenir un truc qui était...
avant l'influence, avant qu'on parle d'influence, l'influence, c'était quoi? C'était des égéries, des gens un peu connus, où en fait, c'était pas seulement la puissance de frappe de la personne connue, c'était surtout tous ces gens qui le reconnaissaient dans une pub et qui du coup amélioraient le fait de voir cette pub ou amélioraient le sentiment envers la marque, etc. etc. Là, j'ai l'impression que l'influence, de plus en plus, ça va redevenir ça, en fait. De l'image. Ouais, de l'image, exactement. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça, puisque de toute façon, on voit que les performances, elles sont quand même moindres par rapport à avant. Je pense que les gens, ils en ont un petit peu marre de ça. Bah, moi, j'ai fait carrément je voulais vraiment voir de mes yeux, tu vois, cette différence entre d'algorithmes, entre la période, on va dire avant Covid et post-Covid. On va dire à peu près ça, tu vois, sur Instagram. Donc moi, j'avais fait une opération influence en 2019 avec un influenceur très connu qui est Jérém Star. Tout le monde m'a dit en France, avec lui, tu vas, ça cartonne, ça marche. Ouais, c'est ouf, il avait une réputation que tu savais que tu allais vendre avec lui. C'était le mec bankable dans l'influence. Tous les e-commerce me disaient ça. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'on a commencé à bosser avec lui parce que pareil, j'ai été recommandé par un entrepreneur qui m'a dit, frérot, il est bankable de fou, vas-y. C'est fou. Donc j'avais fait la campagne en 2019. Franchement, ça avait super bien marché. On avait fait un jeu concours en plus. Alors, c'était le premier influenceur qu'on a fait. On est passé de 3000 followers sur Insta à genre 80 000, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 80 000 commentaires. Tu sais, tu devais aller liker le compte de Mobile Club et laisser un commentaire sur son post. Je sais pas, il y avait 80 000 commentaires. On a pris 80 000 likes sur notre page. Ça marchait bien les jeux concours à cette époque. Impressionnant. On avait fait une super campagne. Et on avait fait un nombre de ventes, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais on avait fait, disons, X ventes, X connexions sur le site, etc., etc. On avait tout mesuré parfaitement. Et après, j'ai continué à faire de l'influence et j'avais l'impression d'avoir des rendements très, très décroissants, tu vois. Parce que les influenceurs, eux, ils n'avaient pas baissé leur prix, tu vois, mais les performances, ça n'avait rien à voir. Ils montent même, au contraire. Et du coup, j'ai voulu voir ça de mes yeux, donc j'ai refait la même campagne avec Jérém Star. Okay. Je l'ai repris en 2022. Et donc j'ai fait même campagne, même prix, tout le même truc, sauf que lui depuis sa communauté avait grossi. Tu vois ce que je veux dire, en 2-3 ans il était devenu encore plus influent. Et bah les performances ont été, alors je me rappelle plus exactement, mais c'était divisé par 5 ou par 10, ça n'avait rien à voir en fait, rien à voir. Ok, intéressant. Donc l'influence, moi en tout cas qui essaye toujours de trouver des leviers héroïstes, moi j'aime pas qu'on me dise vas-y, l'influence c'est pour le branding, t'es pas obligé d'être héroïste dès le premier jour, etc. Malheureusement, c'est un peu le cas. Je vais défendre ma paroisse, mais c'est un petit peu le cas. C'est comme le SEO. Tous les gars qui font du SEO te diront la même chose. Attends le SEO, un petit peu. Mais le SEO, je comprends techniquement le truc, tu vois. Moi, je sais pas, je crois que je suis pas assez fin dans la création d'une marque pour sentir ces espèces de signaux faibles, d'avoir ces gens qui ont de plus en plus de points de contact avec ta marque et qui vont t'amener vers le fait de faire de plus en plus de conversions. Moi, je sais pas. Non, mais je te comprends. Hein, moi, j'ai un truc plus mathématique, tu vois. Je dépense X, j'ai X personnes qui ont cliqué, je fais X ventes, ça y est, j'ai compris, tu vois. Mais parce que aussi, on a été matrixé par ces plateformes, Google, Facebook, etc., où tu voyais directement le retour sur investissement. Mais la télé, pendant des années, tu savais pas. Et c'était un petit peu la même chose. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, on est obligé de revenir à ça à cause de la nouvelle version de l'iOS, etc., les problèmes de tracking qu'il y a. Donc voilà, c'est un petit peu le futur, je pense, de l'influence. Maintenant, on parle même plus d'UGC. En fait, on veut des acteurs qui vont faire croire que ton produit est super et faire des ads avec. Et ça marche bien en ce moment. Mais demain, ça sera encore autre chose. Mais tu vois, c'est vrai que c'est intéressant comme discussion parce que moi, j'ai vraiment des moments où je sais pas, je prends des coups de chaud et j'ai juste envie d'arrêter tout ce que je dépense sur toutes les plateformes et d'utiliser ce budget pour faire plus que du branding. Parce qu'en fait, quand déjà, tu dis branding, c'est RP, télé, influence, télé, des opérations, tu vois, en tout genre, peut-être de l'influence ou des choses comme ça. Enfin, des trucs qui sont pas forcément hyper héroïstes. Pourquoi ? Parce que déjà, évidemment, toutes ces plateformes, elles s'attribuent le maximum tu vois, de vues et de ventes, tu vois, pour montrer qu'elles font bien le job. Sauf que, bizarrement, quand tu calcules les conversions que tu as sur toutes ces plateformes-là réunies, tu arrives à plus que 100% de tes conversions. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, ces plateformes, elles s'attribuent tellement de ventes qu'en fait, quand tu additionnes toutes tes ventes, que sur ces plateformes, c'est plus que le réel nombre de ventes que tu as fait. Donc là, ça me rend hystéro. Et j'ai déjà eu des périodes, notamment l'année dernière, juste avant qu'on
qu'on close notre deal avec Eiffel, le fonds de dette. Juste avant, il y a eu une petite période qui a duré 1 mois où en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens de continuer à faire de l'acquisition au maximum parce que tous les smartphones qu'on achetait, on les achetait avec nos sous. Alors qu'un mois après, j'allais les acheter avec la dette de ce fonds. Du coup, je me suis dit, vas-y, pendant 1 mois, je ralentis un peu mes ventes. Comme ça, je ralentis un peu le cash que je sors moi. Et après, je l'aurai avec cette dette. Tu vois, je pourrais acheter mes téléphones avec cette dette. Et donc, pendant, je crois que ça a duré 2 mois, j'ai carrément coupé tous mes leviers marketing. J'ai gardé 60% de mes ventes. C'est intéressant. Alors après, on va te dire oui, mais il y a de l'inertie marketing où en fait tous ces gens-là, ils sont pas encore passés tout de suite à l'achat, machin. Certes. Ouais, sauf que l'inertie, quand tu vois, c'est 30 jours post-click, post-view, c'est censé durer que 30 jours, tu vois ce que je veux dire? Bon, je sais pas. Mais j'avoue que j'ai des moments où j'ai l'impression de me faire un peu tromper par ces plateformes. J'ai juste envie de tout couper. Elles sont efficaces, c'est sûr, on en a besoin, mais on dit toujours qu'il faut qu'une personne ait vu un message 7 fois avant de passer à l'achat, tu vois, c'est un petit peu le truc. Et si tu fais de l'influence de la télé, etc., en fait, là où Google et Facebook seront toujours les meilleurs, c'est le dernier clic. En fait, le dernier clic, c'est eux qui l'auront parce que tu vas revoir l'ad à ce moment-là après avoir vu à plusieurs endroits, et c'est eux à qui ça va être attribué. Mais peut-être que la grosse partie du travail a été faite par un créateur juste avant, tu vois. Donc je pense qu'il faut se diversifier malgré tout. Il faut pas tout mettre dans le même panier. Utiliser un peu plus pour le retargeting que pour. Par exemple, absolument. Ouais. Damien, c'est quoi pour toi le succès? Oh là là, elle est dure celle-là. Ah ouais. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut dire, tu as tout réussi, tu as une femme, tu es marié, que ça soit professionnel et personnel, mais c'est quoi le succès? Alors. D'abord, pour moi, le succès, c'est quelque chose qui dure pas. C'est pas genre j'ai atteint le succès, ça y est, c'est fini. On le voit bien d'ailleurs dans les entrepreneurs. Ils ont un premier objectif qui est de faire 10. Une fois qu'ils sont arrivés à 10, le deuxième objectif, c'est de faire 100. Et une fois qu'ils sont arrivés à 100, c'est de faire 1000. Donc déjà, si on parle tu vois, de pur business, tu vois, bah, tes objectifs personnels changent, les limites que tu as envie d'atteindre changent. Et donc finalement, ta perception à toi du succès, elle change énormément. Donc déjà, le premier truc, c'est que pour moi, le succès, c'est quelque chose de très très éphémère. Parce qu'en fait, une fois que tu as atteint le succès, tu es toujours dans la prochaine étape. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je dirais que le succès, c'est un truc de tous les jours. C'est genre, j'ai réussi à closer cette vente. J'ai réussi à embaucher ce profil. Je voulais vraiment pas qu'il me file entre les mains, tu vois. J'ai réussi à finir l'année à plus 1 million d'euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose c'est des micros objectifs pour moi le succès et qui forgent aussi la confiance de pouvoir aller à un niveau un peu plus élevé, tu vois. Donc j'ai pas une définition du succès parce que quand j'ai entendu ta question, c'est quoi ta définition du succès? J'ai un peu entendu, c'est quoi ton projet de vie? Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, ouais. Tu vois, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, tu vois. Bien sûr. C'est quoi ta définition du succès? Tu as beaucoup qui vont te dire, bah, je veux atteindre un milliard, je veux ceci, je veux cela. Et en fait, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'ai un peu du mal à me dire que je serais un potentiel milliardaire, tu vois. Mais peut-être qu'une fois que j'aurais vendu une boîte et que j'aurais, je sais pas, gagné peut-être 100 millions d'euros, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais réfléchir au milliard, tu vois. En tout cas, moi, d'un point de vue business, je suis très porté vers les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire moi, ma définition du succès, c'est je sais pas moi, faire le bien autour de moi. Moi, je pourrais pas créer un business qui est destructeur de l'environnement ou tu vois, qui serait pas éthique. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais vraiment pas faire ça. Mais c'est vrai que je me donne des objectifs qui sont souvent très financiers, très chiffrés. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi de pouvoir comparer différents entrepreneurs, différents business, différents modèles, etc. etc. Donc je dirais que c'est très porté vers, on va dire, les sous. Mais est-ce que tu as un chiffre en tête? Est-ce que j'ai un chiffre en tête? Non. Tu n'as pas de chiffre? Je sais que je n'ai pas de limite. Enfin, en vrai, j'ai pas de limite. Je sais au fond de moi que quand j'arriverai à une certaine étape, je sais que j'aurai envie d'aller plus haut, tu vois ce que je veux dire? Et donc aujourd'hui, tu te considères successful? Il y a des jours oui, il y a des jours non, du coup, tu vois. Dans pour ma toutes ces définition petites du étapes. succès, ouais, il y a des jours où je suis successful, il y a des jours où je suis pas successful. Il y a un seul truc que je sais, c'est que je suis sur la bonne route. Et tu vois, il y a des années où ça ira plus vite que d'autres. Il y a des moments de ma vie où ça marchera bien, il y a des moments de ma vie où ça marchera moins bien. Faut être à l'aise avec le fait qu'il y a des étapes et il y a des hauts et des bas et que
Tu vois, c'est pas juste un objectif, tu vois, il faut enjoy Le process. le process, Ouais. exactement, tu vois. Et il y a un nouveau truc qui est venu là sur ces 2-3 dernières années. C'est qu'avant, j'étais très, très, très porté business, beaucoup d'ambition personnelle, accomplir de grandes choses, etc. Mais c'était très, très porté vers le business. Et j'avais pas réalisé à quel point mon quotidien était important. C'est-à-dire les amis qui m'entourent, ma femme, Léa, tu vois, le fait d'être bien chez moi, ma maison, le fait de sortir, d'écouter de la bonne musique, d'acheter des trucs qui me font plaisir. En fait, tout ça, en réalité, au début, j'étais toujours en mode je m'en fous, je suis prêt à vivre dans une chambre de bonne tant que ça fait des millions. Tu vois ce que je veux dire? J'étais très tendu, tu vois, sur mes objectifs personnels, mon ambition business personnelle. Et en fait, j'avoue que maintenant, je limite cette définition du succès. En fait, je sais que c'est mon métier, tu vois, donc c'est des succès tous les jours, des petits échecs tous les jours, et je sais que je suis dans la bonne direction. Mais par contre, ce qui a énormément d'importance pour moi maintenant, c'est vraiment ma qualité de vie au quotidien, tu vois. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie ou ton mindset pour que justement maintenant tu aies cette approche? Je pense que j'ai eu des choses qu'à un moment donné on m'a retirées et elles me les ont. Et j'ai eu un manque en fait, tout simplement. Et je vais passer pour un énorme canard, tu vois, mais il y a 3-4 ans, je me suis séparé de Léa, ma femme. Et moi, j'ai vécu super mal la séparation. Tu vois. Ça a été un moment vraiment difficile. Et je me suis rendu compte d'ailleurs que du coup, j'étais pas super épanoui non plus dans le business. C'est-à-dire qu'en fait, ça avait eu un impact très puissant sur moi dans mon quotidien, dans mon mood. Et puis même, ça allait jusqu'à mes amis, machin. Tu vois, j'ai vraiment mal vécu, tu vois, la rupture. Et du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était important que je sois bien quotidiennement, tu vois, pour potentiellement avoir du succès. Et du coup, maintenant, je mets beaucoup d'importance au fait de partir en vacances, alors qu'avant, j'étais en mode non, je pars pas en vacances, je bosse, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, maintenant, je comprends que, ok, c'est bien de bosser, mais c'est aussi les vacances avec les gens que tu aimes bien et qui sont bienveillants autour de toi, et puis on te donne de l'amour, ou tu vas faire une activité qui te plaît, qui t'aère l'esprit. En fait, c'est tout ça qui va faire que tu vas être successful dans le business, tu vois, aussi. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je mets beaucoup d'importance dans le quotidien. Dans ton bonheur en fait personnel qui va avoir un Exactement. impact derrière sur. Et j'essaye de le construire de plus en plus, tu vois. Et comment tu fais pour alors tu dis, je trouve ça génial que c'est chaque étape, tous les jours qui te construisent et c'est ça ton succès. Mais sincèrement, je trouve qu'après le temps, c'est difficile d'être joyeux après des petits trucs. Tu te dis limite, c'est une banalité, etc. Oui, j'ai signé un nouveau client, oui, j'ai ci, oui, j'ai ça. Mais comment tu fais toi pour faire des sortes de rappels de contexte et dire hey, c'est quand même beau ce que je suis en train de construire? Alors, c'est très facile. Moi, mon métier, c'est d'être un exécutif stratégique, tu vois. En tant que CEO, ton métier, c'est d'avoir de la vision. Mmh. C'est d'arriver avec des idées, de savoir les faire exécuter, tu vois, au bon niveau et de donner de la visibilité aux gens. Donc moi, je fais quoi? Je fais des business plans, je regarde le marché, je regarde les gros acteurs, je me compare. Et donc, j'ai beaucoup de choses dans mon quotidien qui me permettent de savoir qu'on va dans la bonne direction, tu vois. Ça peut être aussi simple que combien de chiffre d'affaires j'ai fait l'année dernière, combien de chiffre d'affaires j'ai fait cette année. Si tu as fait plus 30%, tu sais que tu as avancé. Et tu te dis que si je refais encore 30% l'année prochaine et que je fais encore 30% l'année prochaine, en fait, par rapport à 3 ans en avant, on a peut-être fait x3, tu vois, dans la taille de la boîte, ou x2,5, il faudra recalculer ce que ça fait, je sais pas, x2, x2,5, peu importe. Mais en tout cas, moi, mon métier, c'est justement de créer une stratégie avec de la vision et de pouvoir le justifier, tu vois, auprès des équipes. Les gars, on en est là, on va embaucher tant de personnes, demain, nos projets stratégiques, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, mon quotidien, c'est de prendre de la hauteur. Donc, j'arrive à construire suffisamment d'indicateurs pour me rendre compte qu'on va dans la bonne direction. Ok. Sur un autre sujet, qu'est-ce que... Alors, on n'est pas des vieux, mais on est un petit peu plus vieux maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération des entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, par rapport à celle peut-être qu'on est?
Parce que Alors, tu investis pas mal, toi, en plus, ouais. dans des startups ou autres. Mais même, enfin, oui. Dis-moi Ouais, un petit bien peu ce sûr, que tu ouais. penses de tout ça. En fait, alors ouais, donc déjà, pour commencer, ouais, c'est vrai que moi, j'investis dans pas mal de projets depuis 2015. Donc j'ai vraiment l'occasion de rencontrer des nouveaux entrepreneurs. Je fais pas mal de conférences, souvent dans des écoles, des accélérateurs, etc. Donc ça me permet vraiment d'être au quotidien et de côtoyer cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors je vais faire tellement le boomer en disant ça, mais Non, mais justement, mais, c'est pour ça que je te pose la question. Parce mais que je trouve que la nouvelle génération, en fait, elle est à la fois... alors déjà, sur les points positifs, ils sont nés avec la technologie. Donc, quand nous, avant, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu bizarre, on est encore en train de parler d'entrepreneurs tech et d'entrepreneurs non tech, mais en fait, la tech, elle est partout, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est des gens qui connaissent les nouvelles technologies, qui savent exactement comment ça fonctionne. En plus, maintenant, il y a des outils qui sont tellement incroyables. Enfin, tu crées un site internet en 10 minutes, tu peux même créer un logiciel SaaS. J'ai un de mes anciens employés qui a monté un SaaS en no-code en 2 mois. Tu regardes le truc, tu fais, c'est chaud. Ouais, vraiment, c'est très très chaud. Sans aucun dev, tu vois. il n'y a plus d'excuses maintenant. Non, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a un tel niveau de technologie partout qui en plus est accessible avec très peu de moyens, qui fait que bon, voilà, ces gens-là, ils vivent dans quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, les chiffres parlent pour eux. C'est-à-dire qu'on a vu sur les 5 dernières années, juste les 5 dernières années, des boîtes passer de 0 à 1 milliard de valorisation en moins d'1 an. Tu vois. Binance, c'était la première, mais il y en a eu quelques autres après. Donc en fait, on est dans un environnement business maintenant qui est très 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 teinté de technologie, qui est très teinté de rapidité d'exécution et qui du coup est très teinté de possibilités et d'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vivent dans un monde où juste avec tes idées et 3-4 choses, tu peux faire un truc incroyable très vite, tu vois, ce qui n'était un peu moins possible il y a 10 ans et carrément moins possible il y a 50 ans. Et c'est toujours de plus en plus agressif. Donc c'est des gens qui sont hyper enthousiastes. En plus, maintenant, il y a beaucoup de contenu, tu vois, auprès des entrepreneurs. Donc ils ont en plus l'impression que c'est facile, tu vois, de lever de l'argent avec des business angels, de lever de l'argent avec des VC. Bref, ils ont ce sentiment qu'il y a une certaine facilité, tu vois. Mais à côté de ça, parfois, j'ai l'impression que ça les fait passer pour des arrivistes de fous. Parce qu'en fait, ils ont cette impression que tout est possible, tu vois, en très très peu de temps. Mais à côté de ça, du coup, ils comprennent pas forcément qu'il y a des vraies étapes entrepreneuriales, tu vois. C'est con, mais quand tu regardes un petit peu les grosses startups, tu vois, qui ont surperformé sur ces dernières années, tu te rends compte que tu as énormément de repeat founders, tu as énormément de gens qui sont pas des jeunes de 22, 23, 24 ans, mais qui sont plutôt des gens qui sont dans l'industrie de la tech depuis longtemps, etc. Et en fait, on oublie qu'il y a quand même quelques étapes. Donc, je trouve ça assez dissonant et je trouve que ça crée alors, ça crée des destins formidables, mais ça crée aussi des gens qui sont en échec entrepreneurial, exactement comme ils pourraient être en échec scolaire. Et c'est dommage parce que c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris ces étapes. Il n'y a pas eu cette étape de mentorat, de rentrer dans une boîte tech et de comprendre comment ça fonctionne, etc. En fait, ils font un peu tout au feeling avec facilité et ils ont l'impression du coup que tout peut se faire en claquant des doigts. Alors ça arrive, mais c'est rare en vrai. Les gens les plus successful, tu vois, dans l'écosystème startup, bah, c'est quand même des gens qui sont des repeat founders. Et tu dis que justement les plus vieux, quarantenaires, trentenaires qui réussissent, on les oublie. Moi, je ne sais pas si on les oublie, mais en fait, on les entend pas ou on les voit pas. Et contrairement à celui qui a 20 ans, qui vient à peine de se lancer, qui fait plein de posts LinkedIn, tu as l'impression qu'il a déjà tout réussi et qui va te vendre une formation pour comment l'avoir fait alors qu'il a très peu d'expérience. Et je me dis, quand je te vois toi avec toute l'expérience que tu as été en France un des plus gros entrepreneurs et pourtant pas si présent que ça sur les réseaux, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas ceux qui sont un petit peu plus vieux ou on les oublie comme tu dis? Et pourquoi d'ailleurs? D'abord, c'est très gentil. Je me sens pas non plus un si gros entrepreneur en France que ça. Alors écoute, pourquoi déjà, c'est vrai, pourquoi je suis pas plus sur les réseaux sociaux? Donc déjà, alors, je suis pas très à l'aise avec le contenu qui est diffusé sur les réseaux sociaux sur la partie business. Sur la partie consumer, bon, j'ai pas d'avis sur le sujet, mais sur la partie business,
En fait, avant, le contenu business qui avait du sens, c'était genre des articles de blog qui avaient été pensés et réfléchis, tu vois, avant d'être écrits, avec des grosses justifications. C'était des bouquins, c'était des choses comme ça. Donc tu retrouvais du contenu qui avait, moi je trouve, beaucoup de valeur, mais parce qu'il avait pris du temps à être construit et qu'il y avait un médium de transmission qui était une plateforme de blog ou un livre ou un truc qui en fait permettait d'aller profondément, tu vois, dans la démonstration que tu as envie d'apporter à ton audience. Là aujourd'hui, si tu veux, les réseaux sociaux, moi quand je vais sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait les gens sont à la recherche que de buzz. Ils écrivent un truc qui buzz en 10 lignes, mais en 10 lignes, tu as le temps de rien dire. En fait, les gens se sont habitués pour le contenu consumer, tu vois, sur Instagram, d'avoir de la vidéo rapide, des vidéos de 10 secondes, des photos, des petits textes, Twitter, machin, nan. En fait, on s'est habitué à avoir un contenu très snacking, tu vois. Je fais partie de ça, donc Ouais, malheureusement, c'est vrai. C'est bien. Mais le problème, c'est que c'est pas avec ce type de contenu, je trouve, que tu arrives vraiment à construire des boîtes et à créer beaucoup de valeur pour les audiences, si. Mais Et justement, tu te dis pas, tiens, moi, je vais aller faire du contenu qui est long, peut-être. Tu n'avais pas un médium à un moment donné? Ouais, j'avais un blog qui était super lu d'ailleurs. Ouais. À l'époque de Save, en 2016, quand on est rentré en redressement judiciaire, malheureusement, j'avais écrit un blog post, il avait été lu à 450 000 fois. Ouais. Et du coup, tu n'as juste pas l'envie de continuer, la motivation ou... En fait, le truc, c'est que sur LinkedIn, tu mets ton lien de blog, il te fracasse ta performance parce que c'est un lien externe. En fait, les gens, ils sont sur LinkedIn, ils sont en train de swiper, en fait. Ils sont en train de scroller comme ça, tu vois, et d'avoir du contenu snack. Ils vont pas cliquer sur ton truc, ils arrivent sur un blog post énorme, ils vont pas prendre le temps de le lire. En fait, les gens ont juste changé un peu leur manière de consommer du contenu. Donc je sais même pas si je faisais un blog aujourd'hui, j'arriverais à construire une grosse audience, je sais pas. En tout cas, si mon objectif c'est d'être un défouloir pour moi, ça marche. Parce que voilà, j'écris un blog post, ceux qui ont envie de le lire, ils le lisent. Mais si je décide d'y mettre vraiment du temps, d'y consacrer, je sais pas, plusieurs heures par semaine pour rédiger des trucs qui sont très justifiés, quelque part, il faut que ça ait une certaine performance, tu vois. Donc, Je pense que le contenu qualitatif, il marche, quoi qu'il arrive. Si tu crées un contenu de qualité, qui est peut-être pas dans les codes exacts, in fine, ça va fonctionner. Ça finit par fonctionner, ouais. Je sais pas si je suis capable, je sais pas non plus, tu vois, un journaliste ou je sais pas. Tu vois. Non, mais bon, c'est intéressant en fait. Je trouve qu'on a ce besoin d'avoir aussi des gens plus expérimentés qui se mettent plus en avant. Je trouve ça juste un petit peu dommage que... Je trouve ça trop dommage sur LinkedIn de voir aucun tête connue, quoi. Ouais, voilà. Les gens qui performent le plus sur LinkedIn, c'est des gens qui ont monté des petites boîtes avec 10 employés, 15 employés. En fait, et je dis pas qu'ils sont pas intéressants. Non, mais c'est génial, mais il faut d'autres exemples, d'autres histoires. Il faut aussi des entrepreneurs un peu plus high level, qui ont vécu des choses un peu plus majeures, tu vois. Bien sûr. Et je trouve dommage, en effet, qu'il n'y ait pas tant d'entrepreneurs plus successful que ça en France qui s'expriment sur des plateformes comme LinkedIn. Je suis d'accord. La balle est dans ton camp, hein, du coup. Peut-être. Mais, alors justement, une différence aussi entre peut-être la nouvelle génération et l'autre, c'est que la nouvelle génération parle que de hacks, de routines, de machin pour être plus performant, plus productif. Est-ce que toi, tu as des choses, peut-être une routine? T'as passé cette mode? Non, encore. Les douches froides, les machins. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui fait que tu te sens plus performant au quotidien? Ou alors moi, je pense que la routine, c'est important. Tu vois, avoir un truc avec... tes repères, tu vois, avoir tes repères, je pense que c'est important. On les a tous, je sais pas, c'est la manière dont tu disposes tes apps dans ton téléphone, c'est la manière dont tu l'utilises, la manière dont tu vas créer ton environnement de travail sur ton ordinateur. Tout ça, c'est une forme de routine, tu vois. Et ça devient encore beaucoup plus fort dans ton quotidien. C'est pour ça qu'il y a tous ces bouquins, Miracle Morning, machin, tu te lèves tous les matins à la même heure, mais en même temps, c'est vrai. Donc, c'est pas que du bullshit. Ah non, mais moi j'adore ça, donc pour le coup. Moi, j'avoue, je suis rentré à fond dans cet apprentissage-là, tu vois, pour optimiser un peu mon temps, mon mood, etc., etc. Mais bon, je fais rien d'incroyable. Moi, je me lève tous les matins, je fais du sport, avant d'aller au boulot. J'ai la chance. À jeun ou petit-déj avant? J'aime bien qu'on soit précis là-dessus. Non, je mange une barre. Ok.
Je me lève, je mange une barre, je me fais pas de café parce que faut que moi si je mange pas vraiment en fait avant le café, je le digère assez mal. Ok. Et puis en plus, je sais plus pourquoi, mais c'est pas très bon en fait de boire un café tout de suite. Tout au de suite, réveil, non, parce en que fait, tu as ouais. en fait, je sais plus comment ça s'appelle, dans le corps humain, quelque chose qui te permet de te réveiller naturellement. Ouais, Et c'est donc, ça. le café, ça Ça le va. coupe, ouais, Exactement. exactement. Donc moi j'ai la chance de vivre dans une maison et d'avoir une salle de sport chez moi. Ah, magnifique. Ouais, Ah ouais. ça c'est trop bien. Donc je me lève le matin, je chope un truc à manger et je descends dans ma salle Parfait. de sport. Je fais 40-45 minutes de sport. Ensuite je remonte, je me fais un petit déj, je prends ma douche, je prends mon scoot et je vais au boulot. Voilà. Ça c'est le truc classique. Après j'ai beaucoup optimisé mon emploi du temps. Je fais quasiment toujours des déjeuners extérieurs. Parce qu'en fait, avec la visio maintenant, on voit plus physiquement D'accord. les gens, sauf pour manger avec eux. Donc il y a quand même des moments où tu as besoin de connecter. C'est très difficile de catch-up sans avoir un sujet particulier sur une visio. Enfin, tu vois, tu vas pas te faire une visio avec un copain. Non, c'est sûr. Tu vas pas te faire une visio avec un de tes investisseurs. Tu vas pas te faire une visio s'il n'y a pas de sujet particulier, tu vois, il n'y a que le déj en fait. Et comme moi, je suis un entrepreneur très networking. Tu as des entrepreneurs, ils détestent ça, ils sont tout le temps dans leur boîte et ils font que exécuter. Moi, je suis pas forcément un exécutant hors pair. J'estime que ma valeur à moi, c'est justement d'être la personne qui prend le recul sur la boîte et sur les situations. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, j'invite tous mes top managers à eux aussi prendre du temps pour eux, prendre du recul. C'est important. Et plus tu es stratégique, plus il faut le faire quelque part. Parce que plus ta décision de direction va avoir de la valeur versus ton exécution. L'exécution, tu sais, on dit toujours une idée ça ne vaut rien, ce qui compte c'est l'exécution. Moi je suis pas d'accord. Hein. L'exécution on la trouve partout. Ce qui compte c'est l'idée, c'est ta vision. Mais évidemment. Alors l'idée n'a pas de valeur parce que l'idée. Mais deux personnes qui vont avoir la même idée, s'il y en a un qui va Non. exécuter mieux que l'autre, il va gagner. En fait, si c'est juste l'idée, ça veut rien dire juste l'idée parce que tu donnes. Ok, tu dis à deux gars. On est dans les années 2005, ok. Tu dis à deux mecs, une des plus grosses boîtes dans le monde, ça va être Facebook. Et tu expliques, Facebook, c'est un réseau social dans lequel les gens ils postent des photos, machin. Mais tu leur montres pas à quoi va ressembler Facebook, ok. Tu leur donnes à tous les deux l'idée, ok. C'est pas l'exécution qui va primer. C'est plutôt la manière dont ils vont exécuter cette idée, mais la manière dont ils vont exécuter, c'est la vision, c'est un truc un peu artistique. Tiens, moi je pense qu'il faut mettre le chat à cet endroit-là, je pense que les photos, tiens, on pourrait mettre un filtre sur les photos, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, ce ne sont que des idées dans l'exécution. C'est un petit peu plus profond que l'exécution selon toi. Mais tu as pris l'exemple de Facebook qui est pour le coup un exemple où tu as des gars qui avaient l'idée et l'autre leur a pris et a fait la même chose avec l'idée, tu vois. Enfin, a fait quelque chose qui a marché et les autres rien. Ouais, mais quelque part, si on pense que Mark Zuckerberg, il a fait que exécuter, il a eu aussi, il a été hyper stratège, visionnaire, tu vois, il a été hyper visionnaire, il a été hyper stratège. Et puis je pense que c'est un product guy hors pair pour avoir réussi à construire un produit que les gens veulent, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est un truc un peu artistique, tu vois. Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être le next move de ta boîte, c'est peut-être le déjeuner que tu vas faire avec ton pote et qui va te dire tiens, regarde, j'ai pensé à ton site et en fait, c'est marrant, là, à cet endroit-là, il n'y a pas le bouton. Alors qu'en vrai, moi, c'est marrant, quand j'ai ouvert le truc, j'ai eu envie de cliquer là, tu vois. Et c'est peut-être le truc qui va te faire 20% de conversion en plus et qui va faire décoller ta boîte alors que c'était les 20% qui te manquaient. En fait, tu vois... l'exécution pure de venir voir le mec et de lui dire je veux un bouton là, ça n'a pas de valeur, je trouve. Cette exécution là, on peut la trouver n'importe où. C'est vrai que moi dans l'exécution j'englobe aussi le fait d'avoir eu l'idée ou d'avoir testé plusieurs fois, itéré de mettre ce bouton là. Mais bon, ok. Donc tu fais des déj pour avoir toutes ces infos tout le temps. Exactement, me connecter avec le marché, entendre des histoires qui vont peut-être m'inspirer à amener un nouveau truc dans la boîte, etc. Donc déjeuner quasiment tout le temps à l'extérieur. Et après, écoute, rien de sorcier. Hein. Je suis pas un biohack. Non, mais bon, c'est intéressant. T'as des mentors ? Est-ce que j'ai des mentors ? Ou des personnes que tu vois ou qui t'influencent, qui t'ont influencé ou... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Déjà, toutes les personnes que j'ai au board, moi, c'est des personnes que je valorise tellement d'un point de vue business que je prends énormément de conseils.
je m'imprègne de ce qu'ils disent, de la manière dont ils communiquent, tu vois, de leur manière de faire. Et puis j'en ai d'autres comme ça, des entrepreneurs, tu vois, qui m'inspirent énormément. Mais je dirais pas que c'est des mentors très identifiés. Tu vois ce que je veux dire? C'est une relation un peu particulière, mentor. Il y a un truc. Un peu de... Ouais, c'est ça. Déjà, je trouve que c'est une relation très très proche où ça doit être avoué que c'est ton mentor. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le petit, quoi. Exactement. C'est Ouais. David et Goliath. Ouais, exactement. Donc je dirais qu'à un moment donné, j'étais peut-être pas très très loin de ça, avec justement, je le recite, Jean de la Roche-Brochard, comme tu le sais, puisqu'on se connaît depuis longtemps, Ouais. on se connaît depuis 10 ans. Et du coup, donc on a été tous les deux chez The Family, toi dans une boîte que tu avais cofondée, qui s'appelle Merci Andy, qui existe toujours. Et donc on est tous les deux rentrés dans un accélérateur de start-up qui s'appelait The Family, et lui travaille là-bas. Et il m'a beaucoup accompagné en fait dans la levée de fonds, mais en fait, à un moment donné, je le voyais 3 fois par semaine. Il m'a énormément coaché, tu vois, sur plein de trucs. Et même si lui-même n'est pas un entrepreneur, c'était un excellent mentor, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant ça. Tu vois. Ouais, c'était c'est un excellent intéressant. mentor alors que lui-même n'est pas du tout un entrepreneur. C'était peut-être un coach finalement, sur un point précis, à un moment précis de ta vie qui t'aidait. Tu vois, Je sais pas, Joker. Tu ouais. vois. Est-ce que tu as besoin d'être toi-même entrepreneur pour mentorer des entrepreneurs? Je sais pas. La preuve que non, mais... La preuve que non, tu vois. Parce qu'on pourrait te dire, oui, mais il faut avoir de l'expérience. Ouais, mais d'avoir un mec qui a toute l'expérience sans forcément l'avoir vécu, ça suffit aussi, tu vois. S'il a la data Ouais, ou s'il a la l'info... data, il a les histoires, il a le réseau, il connaît tout, il les a vus, les entrepreneurs. Ouais, je suis d'accord. Parce que lui, c'est donc un investisseur. Donc là, à un moment donné, j'ai eu une relation où vraiment je buvais ses paroles, il m'a appris plein de trucs, il m'a appris à traiter à mes mails en mailbox 0. Enfin, tu vois, ça allait même jusque là, tu vois, ça allait bien au-delà de conseils business, ça allait même sur des conseils de comment travailler, tu vois. Et puis je me suis beaucoup imprégné de son histoire personnelle à ce moment-là. Bon, évidemment, c'est pas des relations qui durent, c'est des relations, je pense, qui durent un court temps, en fait, tu vois. Tu peux pas avoir un mentor pendant 10 ans. Au bout d'un moment, c'est Je suis d'accord, ouais, ça évolue. Ça doit être un moment précis. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il était pas loin d'être un mentor. Mais sinon, tout le reste, c'est des gens qui m'inspirent et qui sont des mentors sans vraiment être des mentors, tu vois. Ok. Top. Alors, peut-être une dernière question. Les gens le savent, mais t'es DJ à côté, tu continues? Là, c'est plus en perso. J'ai envie de savoir si tu continues à fond, toujours aussi dans la nuit à côté. Ouais, c'est mon petit échappatoire à moi. Du coup, dans cette maison, en plus d'avoir fait une salle de sport, j'ai la chance d'avoir un studio. Ah ouais. Ouais, ça c'est cool. Donc tu produis là un petit peu? Ouais, c'est juste que j'ai un temps qui est très limité. Du coup, d'abord, j'ai pas énormément le temps pour aller jusqu'à avoir un produit fini, tu vois, des tracks vraiment terminés qui pourraient passer dans des labels, etc., être sortis au sein de labels. Donc je fais des petites choses, des petites edits que je joue moi quand je mixe, tu vois, mais je vais pas bien au-delà. Et puis en plus, j'ai une ambition en tant que DJ très très réduite, à la différence de mon ambition entrepreneuriale. Ouais. Moi, je veux jouer à Paris. J'ai pas envie de voyager pour jouer parce que c'est fatigant. En même temps, c'est dur ce métier. Hein. Voilà, le lifestyle, il est très très difficile. Donc c'est pas vraiment compatible avec le business. Donc moi je veux pas voyager, je veux jouer que à Paris où je peux facilement faire venir mes potes pour que ce soit un moment de réunion, festif, etc. Je veux pas spécialement sortir des tracks sur des labels, me faire booker je sais pas où, etc. Mon ambition c'est de continuer à faire ce que je fais, d'être un DJ assez identifié à Paris, de pouvoir jouer des edits que je pourrais donner à droite à gauche à des DJ plus connus, tu vois, mais j'ai pas beaucoup plus d'ambition que ça en tout cas à date. Mais ouais, je fais genre une date par mois à peu près. Ah ouais, donc tu joues quand même beaucoup. Je joue quand même un peu, ouais. Je fais une date par mois. C'est donc toujours des moments cool pour réunir mes amis. J'adore ça en vrai. En fait, c'est un truc c'est un hobby en fait pour moi la musique. J'en ai toujours fait. J'ai appris à jouer de la guitare seul quand j'avais 7-8 ans. Quand on était au collège et qu'il y avait des booms, tu sais, qu'il y avait des groupes de rock qui jouaient. Moi, j'avais un groupe avec mes potes à Saint-Cloud à l'époque.
Et puis ça a tourné en mode DJ. J'ai commencé à jouer des trucs que tout le monde voulait jouer. Et puis finalement, maintenant, je me spécialise dans un truc un peu plus underground. Je joue de la musique électronique, donc techno, tech house. Et du coup, maintenant, j'avoue, c'est de plus en plus niche. Tu vois ce que je fais? Je commence à vraiment avoir mon style, les trucs que j'aime bien, la liste d'artistes qui font vraiment des trucs qui sont proches de ce que j'ai envie de faire. Plus dans quel style maintenant tu vas? Genre afro, deep house, un Ouais. peu les trucs Tulum vibes ou je sais que ça c'était Non, très moi, très quand... trendy. Ouais, non, moi quand j'entends Tulum Vibe, j'entends un truc un peu Très une lent au niveau du musique BPM. ouais, un peu down Ouais, tempo, un peu exactement. ethnique, etc., etc. C'est une musique qui est de moins en moins à la mode, ça. Ok. Ouais. Bon, je t'avoue, Il y a je eu suis une, plus il y a eu Il y a une grosse vague, ouais. Il y a eu une montée là en ce moment de la tech house. Qui repart, ok. Qui est beaucoup plus forte. Du coup, en fait, tous les DJ au monde, même les gens qui jouent un peu techno, même les gens qui jouaient down tempo, tu vois, etc. Tout le monde en fait est teinté de cette évolution de la tech house aujourd'hui. Même des artistes, tu vois, par exemple comme donc pour ceux qui aiment bien écouter de la musique, qui nous entendent. Donc, je sais pas si tu connais par exemple le groupe Bedouin, c'est des Oui, Américains. bien sûr. Voilà, ouais. C'est des J'ai déjà Américains. vu en live, d'ailleurs. Ils sont new-yorkais, ouais, grave. Bon, eux, typiquement, tu vois, quand tu me parles de la vibe Tulum, down tempo et tout, pour moi, c'était les rois de ça, tu vois. C'est Ils vrai. avaient une musique assez ethnique, assez lente. J'ai trouvé très très fort. Mais il y a une telle montée de la tech house que, objectivement, quand tu es dans un club, aujourd'hui, tu écoutes Bedouin, c'est pas très très loin d'être de la tech house. Alors après, c'est toujours teinté de leur identité à eux, avec de la musique un peu. Parfois un peu berbère, un peu, tu vois, des sonorités un peu orientales. Ça va être. Ils vont avoir une ligne de drums, des kicks qui vont ressembler à de la tech house, mais ils vont garder leur identité bédouine, tu vois. Mais donc moi, tu me demandes ce que je joue. Franchement, j'ai un spectre assez large. Deep house, tech house, techno, on va dire, dans ces eaux-là. Moi, je joue des trucs qui sont pas très rapides. Donc, je suis pas down tempo, je suis à peu près au milieu, 120? tu vois. Non, plutôt 124, 125, Okay. tu vois. Et des mélodies assez analogiques, tu vois, des grosses basses, des trucs des sonorités qui sont parfois un peu brouillons, tu vois, un peu synthétiques, et une musique un peu mélancolique. Moi, j'aime bien. T'aimes bien faire voyager un peu les gens dans une histoire. Un truc un peu, ouais, voilà, exactement. Très mélodieux, tu vois, mais un peu mélancolique. Et c'est quoi ton nom de scène? Archimède. Archimède. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui regardent le podcast qui vont décorer, qui vont venir à tes dates maintenant. Écoutez Archimède. Des tonnes de new followers. Super. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Mobile Club? C'est quoi les objectifs? Je sais que tu veux croître rapidement, mais en même temps solide, tranquillement. Mais là, c'est quoi les objectifs moyen et long terme? Allez. Écoute, je vais parler avec honnêteté avec toi. Merci. L'audience. Évidemment, on veut tous de la croissance la plus rapide possible parce que voilà, on a envie de mettre son business à l'échelle la plus grande possible très vite. Mais moi, quand j'ai lancé Mobile Club, le premier business plan que j'ai fait, on avait 1 million de clients au bout de 4-5 ans. Tu vois, maintenant, ça fait 4-5 ans, on en a 30 000. Donc la réalité de mon business, c'est que je pensais vraiment craquer un truc de malade avec la location. On l'a fait. Enfin, tu vois, ça fait 4-5 ans, on a une boîte qui fait 20 millions de CA. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas réussi une forme de réussite, mais en tout cas, on n'a pas fait comme Free, qui en 2012 a lancé un forfait à 20 € et qui ont souscrit 1 million de clients, je crois, la première journée, quand ils ont lancé. Ils sont, je sais pas, après 4-5 ans, ils avaient 10 millions de clients, tu vois. Donc ça, c'est un vrai lancement d'une boîte qui a tout niqué, tu vois. Après, ils ont cassé vraiment un marché qui était où tout le monde était mais enragé, tu vois. Ouais, mais après, il y a 20 millions de téléphones qui sont vendus chaque année. Les gens, ils veulent tous un iPhone. Les iPhones, ils sont à 1 200 €. J'aurais pu me dire, mine de rien, en le proposant à 40 € par mois, si ça se trouve, je vais craquer un truc de fou. En tout cas, moi, quand j'ai lancé Mobile Club, j'avais cette vraie conviction. Du coup, bon, c'est pas le cas. Donc moi, mon objectif maintenant, c'est de réfléchir à la meilleure manière de packager ma boîte. Tu vois. Donc il faut de la croissance, il faut de la tech solide et surtout, il faut une boîte rentable. Parce qu'en gros, les gens, quand ils rachètent une boîte, si la boîte, elle perd beaucoup d'argent, quelque part, c'est un peu problématique. Ils vont pas savoir comment trop la gérer, etc. etc. Donc mon objectif maintenant,
c'est d'avoir la meilleure croissance possible en étant rentable. Donc là, on est EBIT positif depuis juin. Notre objectif, c'est de faire une année prochaine comptable, fiscale, rentable. Ce qui ne sera pas le cas de cette année, mais ce sera normalement le cas l'année prochaine. Donc, de se mettre dans la meilleure croissance possible en étant rentable et d'avoir un truc qui soit rachetable, tu vois, potentiellement par un gros. Sous combien de temps? Bah écoute, quand ça sera le bon moment. Ouais, si j'ai une offre cool le mois prochain, j'irai, tu vois ce que je veux dire, évidemment. Après, j'estime qu'on a peut-être encore au moins 12-24 mois de travail avant peut-être d'avoir un truc sympa à vendre. Mais si ça se trouve, dans 12-24 mois, ça ne mordra pas. Et puis, tu as un mec qui viendra toquer à la porte dans 4 ans. Tu sais comment ça marche, hein. L'entrepreneuriat, on ne sait jamais trop. Surtout quand on parle de sortie, on ne sait jamais trop. Donc, mais ça fait du bien d'entendre parler de patience. Ouais. Dans aujourd'hui où tout doit aller très vite, ou si tu n'es pas millionnaire à 22 ans, tu as raté ta vie. Parce que c'est un peu ça ce que ressentent les jeunes. Donc, ça fait du bien d'entendre dire que ça prend le temps. Le truc, c'est que quand tu n'as pas commencé, c'est facile d'avoir une ambition incroyable. Ouais. Puis après, quand tu es là dans ton business, tu es dans une certaine forme de réalisme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais je sais que j'aurai ce même cheminement. Admettons, demain, je vends Mobile Club et je vais relancer une nouvelle boîte. Je vais avoir le même cheminement. Encore une fois. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vouloir remonter un projet le plus ambitieux possible, tu vois, peut-être même plus gros et plus ambitieux que Mobile Club. Donc, je vais parler de très gros chiffres, de très gros marchés, d'ambition démesurée, de croissance démesurée. Et puis après, quand on lancera, on sera dans notre réalisme, tu vois, que ça marche ou pas, ou entre les deux. Enfin, tu vois, donc c'est plus facile quand tu n'as rien fait, en fait, quand tu n'as pas lancé. C'est sûr. Eh ben, merci beaucoup, Damien. Avec plaisir. Et puis, on te souhaite tout le meilleur pour la suite, du coup. Merci, trop cool.